Bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pierre Artois, je suis professeur à l'ULB et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du lancement en 2022 du certificat interuniversité en User Experience Design and Research, qui est porté par l'ULB et l'Université de Namur. On organise aussi cet événement dans le cadre du World Usability Day. Il s'agit pour le certificat de la première formation certifiante et universitaire en Belgique dans le domaine et je remercie particulièrement Alexandre pour son investissement et la coordination du projet. Je remercie évidemment tous nos intervenants du jour et les partenaires pour leur soutien, c'est-à-dire la FLUPA, l'Eurométropolitanie Campus et Anaïs Digital. Mais voilà, sans plus tarder, je laisse la place à Nicolas Van Zeebroek, qui est professeur de stratégie digitale à la Solvay Brussels School of Economics and Management et qui va nous parler aujourd'hui d'éthique. Vous avez un onglet pour poser des questions. N'hésitez pas, elles vont alimenter le débat avec nos experts et nos expertes qui aura lieu juste après et qui sera modéré par Bruno Dumas, qui est professeur à l'Université de Namur. Bon webinaire à toutes et à tous. Et Nicolas, la scène est à toi. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Il m'a fallu une petite seconde pour trouver le bouton pour activer mon micro. Ce n'était pas extrêmement efficace comme interface utilisateur, si je peux me permettre. Une fois qu'on partage l'écran, c'est plus du tout si facile. Ben c'est en plein dans le sujet. Alors, avant de commencer, j'ai une mauvaise et une bonne et puis une très bonne nouvelle pour vous. Je vais commencer par la mauvaise, c'est que j'ai un peu perdu ma voix. Je suis pris par une espèce de rhume qui m'est tombé dessus cette nuit. Et donc, ça, c'est évidemment embêtant quand on doit parler en public. Alors, par contre, la bonne nouvelle numéro un, c'est qu'on est en distanciel, ce qui me permet de ne pas avoir dû vous faire faux bond. Ça, c'est une première bonne nouvelle. Mais la deuxième bonne nouvelle, qui est même une très bonne nouvelle pour vous, c'est qu'à cause de ça, je vais devoir ménager ma voix et donc je vais parler un petit peu moins. Et donc, je pense que ce sera très bien comme ça pour tout le monde. Voilà, donc effectivement, on va parler un peu de ce qu'on appelle les dark patterns et puis de ce qui est bien ou mal dans les interfaces utilisateurs. Mais avant de faire ça, je souhaiterais peut-être faire un tout petit détour en vous dressant un petit contexte un petit peu plus large du cadre dans lequel on va discuter. En fait, il y a, si on remonte aux racines même de ce que nous vivons aujourd'hui, qui est ce qu'on peut appeler parfois le capitalisme numérique, on a la racine du capitalisme lui-même, qui est l'idée de privatiser des biens communs et qui deviennent des moyens de production, de génération de valeur. Donc, cette privatisation des communs, comme on l'appelle, c'est l'essence même du capitalisme, mais elle a vraiment pris son essor à partir de ce grand mouvement qu'on a appelé le mouvement de l'enclosure en Angleterre, de la mise en clôture, qui est le moment dans l'histoire où on a commencé à clôturer les parcelles agricoles avec des murs comme ce que vous voyez ici. Et ça, en fait, c'est vraiment la logique capitaliste, c'est vraiment de privatiser la terre ou l'espace, c'est ensuite de privatiser le travail en engageant du personnel de manière exclusive, et puis de privatiser les outils. Et puis, tout cela, finalement, alimente la technologie qui est développée, qui est ensuite améliorée et qui permet de créer des produits qui sont finalement mis sur le marché. Et donc, ça, c'est vraiment la logique, je dirais, du modèle capitaliste de base. Et ça a commencé avec l'agriculture, mais ça mène à une lutte pour le contrôle des ressources, la terre, les outils et le travail. Mais ça mène aussi à une intensification permanente des moyens de production. C'est ce qu'on appelle l'innovation technologique. Et le but du jeu, c'est de pouvoir effectivement améliorer ces moyens de production, donc cette technologie, pour pouvoir être de plus en plus efficace et extraire de plus en plus de valeur de nos processus de fabrication. Alors donc effectivement, ça a touché l'agriculture dans un premier temps, depuis la fin du Moyen-Âge en fait, et puis ça s'est étendu à la manufacture et à l'ensemble de la confection de biens manufacturés. Et puis ça s'est étendu à la logistique et au transport. On a commencé à privatiser aussi en fait, les biens communs que sont les ports, les routes et les infrastructures de transport de biens et de personnes. Et puis petit à petit, ça s'est étendu à la connaissance, à l'information. Et aujourd'hui, le tout grand enjeu, et ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est celui de la vie privée, qui est le nouveau terrain de jeu de ce capitalisme numérique. Au lieu de privatiser des espaces, des personnes ou des travailleurs ou des outils, maintenant, on va jusqu'à privatiser la vie privée elle-même. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut peut-être faire un petit parallèle, je crois que c'est utile, avec la deuxième révolution industrielle, celle de l'électricité. Au fond, le fluide essentiel, le fluide vital de l'économie, c'était l'énergie. De manière ironique d'ailleurs, avec les enjeux climatiques aujourd'hui, on est en train de revenir à ce paradigme où l'énergie est en train de redevenir le fluide essentiel.
Mais typiquement, il y a une centaine d'années, quand l'électricité est arrivée, l'industrie, l'économie carburait à l'énergie. On s'est rendu compte que si on la produisait de manière centralisée, on atteignait des économies d'échelle. Et pour peu qu'on ait à ce moment-là un réseau de distribution de ce fluide qui était l'énergie, on pouvait voir apparaître tout un tas d'outils, d'appareils en fait, qui permettaient de consommer cette énergie, que ce soit dans les entreprises ou dans les ménages directement. Eh bien, si on fait un parallèle avec la situation qu'on vit aujourd'hui, il faut remplacer l'énergie par l'information et les services. Mais pour le reste, la matrice est exactement analogue, c'est-à-dire qu'on a des data centers dans lesquels on produit l'information et les services. On la distribue à travers des réseaux de télécommunications, qu'ils soient filaires ou non filaires. Et ça a donné lieu, ça a permis l'essor de toute une panoplie d'outils, d'appareils, on va dire des devices en anglais, qui permettent de consommer cette information et ces services. Alors, et ça s'applique aussi bien dans l'industrie de nouveau que dans les ménages. Alors, la particularité, évidemment, de l'économie numérique, c'est que ces appareils ne sont pas seulement là pour consommer de l'information et des services, mais ils sont aussi là pour collecter des données forcément privées, bien souvent, mais en tout cas contextuelles, qui sont ensuite renvoyées dans les data centers, ce qui permet d'affiner encore la production d'informations et de services plus pertinents. Et donc ça, c'est vraiment le cœur du capitalisme numérique, si vous voulez. On a des produits et des services numériques qui permettent d'extraire des données comportementales et contextuelles, c'est-à-dire d'extraire vraiment de l'information sur qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous aimons, comment nous réagissons, etc. Ces données alimentent de la technologie, en l'occurrence des algorithmes d'intelligence artificielle, qui permettent alors d'une part d'améliorer les produits et les services, et en particulier du coup leur interface et l'expérience utilisateur, on va y revenir, mais qui d'autre part permettent en fait de formuler des prédictions de comportement, c'est-à-dire de prédire comment vous, en tant que consommateur, vous allez réagir à tel ou tel stimulus, et puis de vendre ces prédictions à des annonceurs ou à des entreprises qui sont intéressées par ces prédictions et qui pourraient dès lors souhaiter viser une population qui est susceptible de réagir de telle ou telle manière, que ce soit à des fins politiques, commerciales ou autres d'ailleurs. Mais on s'est rendu compte qu'une fois qu'on maîtrisait bien cette prédiction des comportements, on pouvait aller un cran plus loin et au départ de ces prédictions, entraîner des modifications de comportement pour peu de nouveau qu'on ait les bons outils d'interfaçage avec les utilisateurs. Et on a créé dès lors non seulement un marché de la prédiction des comportements, mais un marché de la modification des comportements. C'est-à-dire qu'en tant qu'annonceur, par exemple, vous ne payez pas seulement pour viser une certaine audience, mais vous allez en fait payer pour un service qui est d'influencer le comportement d'un consommateur. Et donc, on retrouve ici les deux éléments clés du coup de ce nouveau terrain de jeu. C'est évidemment la lutte pour les ressources, qui était à la base du capitalisme, comme on l'a vu, sauf que les ressources, maintenant, c'est les données comportementales et contextuelles qui arrivent à se les approprier. Et d'autre part, il y a au niveau technologique qui maîtrise cette technologie à la fois au niveau de l'intelligence artificielle et de la création d'interfaces qui est capable d'entraîner des prédictions et des modifications de comportement. Et vous avez évidemment une palette d'outils qui sont les traîtres dans cette histoire. Ce sont tous ces outils que nous utilisons au quotidien et qui sont ces traîtres qui, à la fois, nous proposent des interfaces avec des avantages dont on va parler dans un instant, mais qui collectent ces données qui vont alimenter évidemment toute la machine. Bon, les smartphones et les ordinateurs sont évidents, les réseaux sociaux sont de grands coupables, comme vous vous en doutez, mais évidemment, tout ce qui est domotique et appareil domotique est évidemment partie prenante à ce jeu. Et tous ces appareils, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils transforment petit à petit nos comportements, notre vie privée, en ce qu'on peut appeler des commodités économiques, un peu comme le pétrole ou comme le gaz. Vos likes, par exemple, en fait, ce sont des signes de votre crédibilité que vous offrez à la plateforme que vous utilisez. Quand vous cliquez, quand vous visionnez des choses aussi, vous signalez, vous manifestez un intérêt qui devienne une commodité marchande. Quand vous partagez de la musique ou d'autres choses, on pense savoir plein de choses au départ de ça sur votre humeur, sur vos compétences, vos connaissances, etc., auxquelles vous pouvez contribuer involontairement ou volontairement et alimenter la machine. Donc, en l'occurrence, quand nous utilisons des services et des devices numériques, nous payons en réalité un prix fort cher qui est celui de nos données personnelles et contextuelles. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes si volontaires, si prônes à partager nos données avec ces entreprises? Deux raisons principales, je pense, je simplifie un petit peu, mais je crois que c'est intéressant pour le débat qui va suivre. Premièrement, c'est un désir d'expérience personnalisée. Et plus fondamentalement, je dirais l'avènement, il y a déjà 1 ou 2 siècles, de manière plus ou moins simultanée avec l'émergence des premières révolutions industrielles, c'est l'émergence de l'homme en tant qu'individu qui veut tracer sa propre route, suivre son propre chemin, vivre sa vie à sa manière en réalité.
Les racines sont assez profondes de ce phénomène. On aurait tort de l'associer uniquement à ce qu'on vit ces 20 ou 30 dernières années. Le mouvement vers la volonté de sortir des sentiers battus et de tracer sa propre voie et d'être servi de manière personnalisée, ces racines sont assez anciennes et profondes, mais elles ont fait le succès de beaucoup de produits et de services numériques aujourd'hui. Une des premières entreprises à avoir compris cela magnifiquement, c'est Apple avec l'iPod au départ, qui était finalement le premier appareil qui a vraiment permis à tout un chacun de consommer la musique de manière non seulement légale, mais de manière totalement personnalisée, en achetant des chansons à l'unité, par exemple, et en se constituant ses propres playlists. Donc, il y a cette logique de personnalisation qui est là, qui est très, très forte, et qui est, je pense, d'ailleurs, un moteur essentiel de la transformation digitale au sens large. Après, il y a un deuxième élément très important, c'est le confort d'utilisation. C'est que nous sommes une espèce, finalement, somme toute, en tant qu'humains, relativement, si pas oisive, en tout cas avec quelques penchants au confort et à la paresse. Et donc, effectivement, nous sommes attirés par des expériences, par des interfaces qui sont particulièrement confortables. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ce sont des interfaces, ce sont des appareils, ce sont des produits, des services qui éliminent les points de friction et tous les points un peu douloureux dans un processus. Autrement dit, qui nous simplifient la vie. Les Américains adorent dire que le but du monde moderne, c'est de permettre aux individus de vivre une vie efficace. Alors, je ne suis pas personnellement très grand fan de l'expression, mais le moteur qu'il y a derrière, c'est effectivement d'avoir des expériences qui soient plus simples et moins prises de tête, si vous me passez l'expression. Et c'est un peu la poursuite le but premier de construire des interfaces utilisateurs, des expériences utilisateurs, c'est d'éliminer au maximum les frictions, chose que Uber, par exemple, a extrêmement bien compris. En trouvant une manière alternative de rendre le service du taxi, mais avec très, très peu de friction, chose que les taxis ont beaucoup de mal à comprendre, malheureusement. Alors, Amazon est l'un des tout grands champions dans cette affaire. C'est l'une des premières entreprises à avoir vraiment fait de l'élimination des frictions dans ses interfaces utilisateurs une obsession totale. Et ce double désir d'expérience personnalisée et de confort d'utilisation font de nous des proies extrêmement faciles et dociles pour cette machine à prédire et à modifier nos comportements. Alors la question, évidemment, et ça c'est la deuxième partie de ma petite intervention ici, c'est au fond comment est-ce qu'on influence les comportements dans le monde digital en particulier, mais d'abord plus fondamentalement, comment est-ce qu'on conçoit des produits ou des services ou des interfaces qui amènent à modifier des comportements. Vous connaissez sûrement l'exemple de la petite mouche dans l'urinoir. Ces messieurs, en tout cas, qui nous suivent certainement, c'est une manière de gamifier le service qui entraîne ces messieurs à viser correctement plutôt qu'à éclabousser toute la salle de bain. C'est un tout petit exemple d'interface utilisateur amené à modifier un comportement. Et donc, on a un nom pour ça, entre autres choses, dans la littérature, on parle du registre des technologies persuasives, c'est-à-dire ces technologies qui amènent à modifier la manière dont nous pensons et dont nous nous comportons. Et finalement, c'est la rencontre du design, et en particulier du design informatique, et de la psychologie. Alors, si on remontait un petit peu plus loin dans le temps, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais en réalité, l'idée même que le design des produits et que le design des interfaces comprennent une partie de persuasion, en réalité, c'est relativement tautologique. C'est-à-dire que tout design est toujours, ou presque toujours, nécessairement associé à une tentative au moins de convaincre, de persuader ou d'entraîner à penser ou à agir d'une certaine manière. Donc, ce n'est pas un phénomène véritablement nouveau. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre quels sont les moteurs de ces modifications de comportement. Il y a un modèle que je trouve intéressant, ce n'est pas le seul, mais c'est celui qui a été proposé par Fogg, qui est un peu l'inventeur du concept de technologie persuasive, et qui nous dit, au fond, pour qu'une action soit menée par un individu, il faut la rencontre de trois choses. Il faut que l'individu soit motivé pour réaliser cette action. Il faut qu'il en soit capable, ce qui dépend non seulement de l'effort à fournir, mais l'effort à fournir dépend autant des compétences de l'individu que de la facilité, évidemment, ou de la difficulté de la tâche. Et puis, il faut un déclencheur, c'est-à-dire quelque chose qui nous fait finalement passer à l'action une fois qu'on est motivé et en mesure d'accomplir la tâche. Et donc, quand on veut modifier les comportements, il faut travailler un peu sur ces trois dimensions, essayer d'augmenter la motivation à réaliser un comportement, faciliter la tâche de telle manière que ça devienne sans effort et que du coup l'arbitrage soit très facile à faire, et puis avoir un petit déclencheur, un petit trigger qui donne envie de passer à l'action. Alors vous pouvez appliquer maintenant ce modèle à différentes situations que vous allez rencontrer sur des interfaces numériques, sur des plateformes numériques. Pensez bêtement à la manière dont Facebook, par exemple, arrive à persuader ses utilisateurs d'ajouter une photo de profil.
Vous avez un petit snapshot ici de ce à quoi ressemble votre profil quand vous venez de le créer. Vous avez un grand vide là au-dessus. Vous savez que la nature n'aime pas le vide, donc on a envie de remplir ce vide déjà naturellement. Vous avez là un petit bouton avec un appareil photo qui vous fait comprendre que si vous aviez la bonne idée de mettre une photo, ça serait par là que ça se passe. Et plutôt que de vous faire rentrer dans 1000 menus et sous-menus pour trouver votre profil, etc., il vous suffit de cliquer sur ce petit appareil photo, sur la photo de profil, et on vous propose immédiatement d'en télécharger une ou même d'en prendre une à la volée. Et donc, on a rendu la tâche à la fois très facile, à la fois très nécessaire, ou en tout cas nous motiver parce que ce vide, on ne l'aime pas et on a envie de le remplir. Et enfin, le déclencheur est là parce qu'il y a un petit bouton, il suffit de cliquer et l'affaire est faite. Vous pouvez appliquer ça aussi à Amazon, surfer un peu sur Amazon par exemple, qui sont un peu les champions de la catégorie, et regarder un peu de quelle manière ils vous amènent à rendre la décision d'achat la plus facile possible, avec notamment le one-click shopping qu'ils avaient inventé eux-mêmes. Vous choisissez un produit, vous cliquez sur un bouton et paf, la commande est directement enregistrée. Donc ce bonhomme, Jeff Bezos, disait déjà il y a plus de 20 ans, en 98, quand Amazon avait quelques années à peine, que la grande force d'Amazon, c'était d'avoir compris comment fonctionnait l'e-commerce mieux que personne d'autre. Et il avait la modestie de dire lui-même, mais ça ne représente que 2% de ce que nous saurons dans 5 ans. Je vous assure que rétrospectivement, on peut dire que ce n'est que 2 pour 1000 de ce qu'ils savent aujourd'hui, certainement. Et pourquoi? Parce qu'ils sont les champions de cette stratégie qui vise à améliorer de manière continue ce modèle. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on perfectionne cette machine? Essentiellement en se concentrant sur les données et sur le captage des données qui nous permettent de profiler les personnes, mais également de mesurer les résultats de nos interfaces ou de nos prédictions, et puis de faire des expériences, c'est-à-dire de modifier des petites choses, de splitter, donc de diviser l'échantillon des utilisateurs en 2 groupes aléatoires, et puis de mesurer très rapidement si cette petite modification a un effet positif ou négatif sur les résultats. Et vous améliorez avec ça vos algorithmes d'intelligence artificielle qui fournissent les prédictions et vos interfaces utilisateurs, vos expériences utilisateurs, jusqu'à arriver à quelque chose qui soit le plus parfait, le plus efficace possible. Donc Amazon est vraiment l'une des entreprises qui fait cela de manière très systématique. C'est loin d'être la seule, mais si vous faites le test avec 2 ordinateurs différents, vous verrez régulièrement que si vous allez exactement au même endroit sur Amazon, vous aurez parfois 2 versions très légèrement différentes de la page, comme ici par exemple avec des voitures qu'on vous propose tout en noir et blanc ou bien en couleur. En réalité, vous avez été sélectionné dans une expérience aléatoire qui vise à regarder si vous êtes plus enclin à passer à l'achat quand il y a des couleurs ou quand il n'y en a pas. C'est une toute petite chose qui teste. Alors, si vous imaginez qu'Amazon fait des tests comme cela tous les jours depuis 25 ans, vous comprenez la conviction avec laquelle Jeff Bezos dit qu'il connaît l'e-commerce mieux que personne. Alors évidemment, on comprend très vite, et ça m'amène au point qui va faire l'objet du débat dans un instant, c'est évidemment, est-ce qu'il n'y a pas un côté obscur à tout cela? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de basculer à un moment dans le côté obscur de cette force, c'est-à-dire d'utiliser ce pouvoir que représentent des interfaces et des prédictions de comportement pour peut-être arriver à des fins qui sont un peu moins nobles. Et ça nous amène à ce concept des dark patterns, des designs sombres, comme on les appelle parfois, qui sont en fait des conceptions trompeuses utilisant des facteurs psychologiques ou des outils psychologiques pour pousser les gens dans des directions qui ne sont pas celles que les utilisateurs eux-mêmes souhaitent, mais que le concepteur souhaite favoriser. Alors, sur base de cette définition, on peut en fait catégoriser les différents types de design patterns considérés comme sombres ou obscurs de différentes manières, mais c'est une catégorisation que j'aime bien. Je vais passer rapidement à travers, si vous me le permettez. Et en fait, 5 grandes familles de design patterns qui sont considérées comme assez sombres: l'insistance, l'obstruction, le fait de se faufiler, l'interférence dans l'interface et les actions forcées. Je vais vous donner des petits exemples rapides de ces différents mécanismes. Un que vous connaissez certainement, c'est l'insistance. C'est l'un des plus irritants naturellement. C'est quand vous avez une notification qui apparaît et on ne vous laisse pas le choix entre dire « je ne veux plus jamais voir ça » ou bien « si, je suis content ». On vous laisse le choix entre « je suis content » ou « pas cette fois-ci, mais redemande-moi ça la prochaine fois ». Et donc, on va revenir évidemment à la charge et vous reposer systématiquement la question jusqu'à ce que vous finissiez de guerre lasse par obtempérer. Ça, c'est le mécanisme d'insistance que vous trouverez plein de formes, évidemment, sur le web. Vous avez aussi l'obstruction. Alors, l'obstruction, c'est le fait justement de ne pas rendre une tâche facile, mais de rendre la tâche qui est non souhaitée, de la rendre difficile.
Je vous parlais tout à l'heure de Facebook qui avait rendu tellement facile le fait de charger une photo que vous ne devez pas rentrer dans un menu pour le faire, vous le faites directement depuis votre page, donc à n'importe quel endroit du site. Apple, au début, par exemple, petit setting qui permettait d'éviter d'être suivi par les publicités, il fallait aller dans toute une série de menus dans les premières versions de l'iOS pour trouver ce paramètre. Donc, vous avez bien rendu la tâche bien compliquée. Vous avez évidemment, ça c'est un grand classique du moment, hein, depuis le RGPD, vous savez que vous devez valider votre acceptation des cookies. Le nombre de sites sur lesquels on ne vous laisse pas le choix entre oui, je veux les cookies ou non, je ne les veux pas, mais plutôt oui, je veux les cookies ou ah, mais si je clique ici, je vais trouver toutes les options alternatives qui me sont possibles. Vous conviendrez que l'option de dire non est nettement moins facile que l'option qui consiste à dire oui. Tout cela est évidemment parfaitement intentionnel. Alors parfois, ça va encore un cran plus loin. On vous dit, n'ayez pas peur, prenez cet abonnement, c'est sans engagement, vous pouvez annuler l'abonnement à tout moment, mais bien sûr, quand vous voulez l'abonner, vous vous rendez compte que ça ne se fait pas en ligne, que tout d'un coup, il faut appeler par téléphone un service qui, bien sûr, ne répond jamais, même si on vous le promet 24 heures sur 24. Et donc voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle des formes d'obstruction. On va vous rendre la tâche qu'on ne souhaite pas que vous accomplissiez, on va vous la rendre un petit peu plus compliquée. Troisième catégorie, on peut aussi essayer de cacher, de dissimuler des choses ou de se faufiler discrètement dans l'interface en vous faisant accepter des choses. Par exemple, vous pouvez ici, sur cette petite plateforme, vous pouvez vous désabonner d'un certain nombre de newsletters, ce qui sous-entend que vous ne voulez plus entendre parler d'eux, mais en fait, vous devez accepter le privacy statement qui, en réalité, autorise ces gens à transférer vos données personnelles vers d'autres entreprises ou d'autres pays. Et évidemment, là, on vous fait un petit peu, on vous noie un peu le poisson. On dit, mais je voulais me désabonner, et finalement, je suis obligé d'accepter un truc, c'est un peu bizarre. Donc ça, vous avez évidemment toutes sortes de moyens de cacher de l'information. Le pattern suivant, d'ailleurs, ici est un peu à cheval entre les deux, dans la mesure où on vous propose ici d'accepter les termes et conditions pour pouvoir acheter quelque chose et confirmer votre panier d'achat. Mais en fait, vous avez un petit bouton More Info qui a l'air d'être là, innocent, et quand vous le déroulez, vous apprenez que ces termes et conditions supposent que vous acceptez par défaut que ces gens vous contactent par mail ou par email. Donc, vous aviez là accepté quelque chose sans même le savoir, on vous l'avait caché. Bon, après, vous avez évidemment des moyens plus ou moins honnêtes intellectuellement de décrédibiliser ce qu'on ne veut pas que vous fassiez. Par exemple, Amazon Prime va vous proposer régulièrement de vous abonner à Prime en vous vantant évidemment tous les mérites, tous les bienfaits de la chose. Et puis, si vous ne voulez pas le faire, vous n'avez pas juste un bouton qui est non merci, mais c'est non merci, je ne veux pas de ce truc génial, formidable, extraordinaire qui va changer ma vie et qui va tellement me rendre la vie plus simple. Non, non, je ne veux pas de ça. Et on vous oblige à être d'accord avec cette affirmation pour refuser simplement de souscrire à une offre qu'on vous propose. Donc là, on est tout de nouveau ce qu'on appelle l'interférence de l'interface qui interfère avec votre raisonnement en décrédibilisant par exemple l'action ou en essayant de manière de nouveau à peine honnête de provoquer chez vous un sentiment d'urgence. Booking, ce sont les grands spécialistes en la matière. Hein. Vous avez sûrement fait l'expérience, vous voulez réserver un séjour quelque part, vous avez trouvé l'hôtel de vos rêves, et bien sûr, vous allez voir apparaître en rouge, de préférence en clignotant. Attention, ce truc est très demandé pour le moment, il n'y a plus que 4 chambres. Donc, tous les moyens sont bons pour vous mettre la pression et vous dire ne tardez pas une seule seconde, si vous revenez demain, ce sera trop tard. Par parenthèse, vous aurez remarqué que ce genre de truc, on n'a pas eu besoin du web pour faire ce genre de choses. Hein. Les vendeurs de porte-à-porte et par téléphone sont très forts pour faire ce genre de choses également. Autre chose qui est bien connue en marketing, de nouveau avant le web, mais qu'on retrouve évidemment allègrement sur les interfaces web modernes, c'est ce qu'on appelle l'anchoring ou parfois l'exploitation d'un phénomène qu'on appelle d'un principe qu'on appelle le decoy effect, qui est le principe en fait de vous donner des comparaisons de prix qui vous amènent à modifier votre échelle de valeur. Si on vous proposait juste un choix entre 3 $ ici ou 7 $ en gros, vous allez peut-être hésiter. Mais si on vous dit attention, parce que la vraie offre, en fait, c'est 18 $, vous direz, oh, mais alors 7, c'est rien du tout. Hein, et donc, ça vous amène à comparer les choses avec des bornes supérieures, donc de modifier les bornes avec lesquelles vous comparez. Et ça provoque, les études en marketing et en psychologie le montrent très, très bien. Ça amène les gens à dépenser plus que ce qu'ils auraient pensé dépenser à l'origine. Et puis, le dernier type de dark pattern, ce sont les actions forcées. C'est quand on ne vous laisse simplement pas le choix. Microsoft fait cela et ça irrite beaucoup d'utilisateurs. D'ailleurs, maintenant, ils sont un tout petit peu revenus en arrière. Mais quand ils ont des updates importants qu'ils ont déployés sur votre machine et qui nécessitent un redémarrage de la machine, vous ne pouvez plus juste éteindre votre machine. Quand vous éteignez votre machine, vous êtes obligé de dire que vous allez faire les updates en même temps. Très pénible. Quand vous revenez du bureau, vous devez éteindre votre laptop et rentrer à la maison d'urgence. Et bien là, vous êtes très embêté parce que vous êtes obligé d'accepter d'installer ces updates qui, évidemment, prennent un temps indéterminé. Donc là, vous allez trouver aussi une panoplie d'interfaces qui vous amènent
à faire des choses que vous n'aviez pas choisies. Alors, en fait, quand on passe en revue comme ça les différents types de patterns sombres, appelons-les comme ça, ou de dark patterns, au fond, vous voyez que la frontière est toujours assez floue entre le bien et le mal. Et une citation que j'aime bien ici, que je me permets de vous lire, dit ceci: la stratégie de contenu et la conception d'interface ou d'expérience ont ceci en commun, c'est même le nœud du problème avec les dark patterns, c'est qu'ils alignent le contenu et les interactions avec les objectifs commerciaux sans nécessairement aider leurs utilisateurs à accomplir leurs objectifs. Ça veut dire que pour arriver à déterminer ce qui est ou non une bonne interface versus des dark patterns, c'est de savoir si effectivement on met en œuvre ces moyens pour faire avancer l'objectif de l'utilisateur lui-même ou celui du concepteur au détriment de celui de l'utilisateur. Ce qui m'amène à deux questions, enfin cette question-ci, au fond, qu'est-ce qui est mal là-dedans? Est-ce que c'est la nature trompeuse de l'interface elle-même, ou est-ce que c'est le but poursuivi? Et je terminerai avec ce petit exemple en boutade. Il y a un citoyen français qui, dans son quartier, trouvait que les gens roulaient un peu trop vite et qui a déguisé sa poubelle en radar automatique. Vous êtes un peu dans un dark pattern en réalité parce qu'il a conçu quelque chose qui est un leurre, ni plus ni moins qu'un leurre, mais dont l'effet escompté s'est avéré assez efficace puisque les gens ralentissent assez fortement devant chez lui. Alors la question c'est, est-ce qu'on est dans un dark pattern ici? On est clairement dans le leurre, on est dans la tromperie, mais l'objectif paraît assez noble puisque c'est de faire ralentir les gens dans la rue. Et donc on comprend qu'il y aura toujours un équilibre un peu précaire entre notre désir de confort et de personnalisation, le prix que nous payons, qui est la commodification de nos expériences humaines, au fond, c'est-à-dire de nos données personnelles que nous offrons comme ça en pâture à ces entreprises qui nous offrent confort et personnalisation, mais qui s'en servent ensuite pour influencer nos comportements de manière connue ou parfois moins claire. Et donc, je crois que le vrai débat est un débat non pas tant technologique, un débat moral, qui est de savoir, au fond, quelles sont les valeurs que doivent porter des interfaces, que doivent porter des produits, que doivent porter des entreprises, et au fond, quelles sont les valeurs qui animent les concepteurs de ces produits. Et ça, je pense que c'est certainement quelque chose dont on va avoir l'occasion de parler. Et avec finalement en filigrane cette question nécessaire, à quel moment est-ce que le régulateur doit intervenir pour mettre le haut là, pour sonner la fin de la récré et finalement condamner des comportements ou des usages de la technologie qui sont nocifs au niveau social. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que ça vous a donné un petit aperçu et que surtout, on en a un peu de matière pour ouvrir le débat. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour la présentation très claire, très dense. Et tout de suite, je cède la parole à Bruno Dumas, professeur à l'Université de Namur, qui va modérer le débat, et à nos experts. Merci à eux. Oui. Du coup, bonjour à tous. Merci Pierre pour le passage de relais. Donc, merci aussi Nicolas aussi justement pour sa présentation très très claire et puis à la fois dense et qui permettait de bien couvrir. Alors, je vais me permettre directement de faire la présentation des trois experts qui ont le plaisir en fait de débattre justement sur les questions que Nicolas a déjà ouvertes. Alors, d'abord, nous accueillons Charlotte de Kessel, qui est consultante indépendante spécialisée en amélioration CX, UX, innovation, transformation digitale. Et puis, Charlotte, d'après ce que tu me disais, en fait, tu as travaillé dans pas mal de domaines différents, donc assurance, titres, services, banque, mobilité, pharmacie, ce qui fait que tu as une vision finalement assez transversale de l'UX sur différents niveaux. Bonjour Charlotte. Bonjour. Ensuite, nous accueillons Tom Decroix. Donc, Tom, toi, tu es responsable UX et Digital Channels chez Belfius. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi. Et puis, finalement, nous accueillons Raphaël Hombrook, qui est manager de l'expérience utilisateur chez Proximus. Bonjour à tous. Avec une expérience dans le e-commerce, le mal en plein. Donc, bonjour à tous. C'est parfait. C'est exactement le genre de personne dont on a besoin. Alors, pour commencer, en fait, un petit peu pour se mettre en jambe, je dirais, pour ce débat, la question que je vais vous proposer à chacun, ce que je propose, en fait, c'est de poser la question justement à Charlotte, à Tom et puis à Raphaël dans l'ordre. C'est que finalement, quand on parle des dark patterns, donc comme par exemple, un peu comme Nicolas les a présentés, on a tendance à en parler de manière assez détachée. Hein. Les dark patterns, à quelque part, c'est toujours un petit peu les autres qui en font. Alors que finalement, en tout cas pour ma part,
en tout cas dans mon expérience, que ce soit au niveau de mes cours ou au niveau de mission ou de projet, on est finalement assez souvent confronté. Alors, ça peut être chez d'autres, ça peut être ça peut être chez soi, mais je serais curieux en fait de savoir si, dans le cadre de votre expérience respective, est-ce que vous avez été confronté en fait justement à des dark patterns. Bon, je ne sais pas, on peut commencer par Charlotte justement. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle un dark pattern à nouveau. Alors d'abord, j'y suis confrontée tous les jours et ça m'énerve sur ces histoires de GDPR où je désélectionne systématiquement ce qu'on essaie de me forcer à accepter. Dans la vie professionnelle, en fait, j'ai travaillé pour un constructeur automobile l'année dernière où clairement, en situation de confinement, eh bien, on n'avait plus de showroom, donc on n'avait plus que le site web. Et là, comment on encourage les gens à aller demander des essais de voitures, à aller demander des brochures, puisqu'on n'a plus que ça. Voilà. Donc, on peut appeler ça de l'expérience utilisateur. On peut appeler ça aussi parfois des choses qui sont discutables sans rentrer dans des dark patterns. L'idée, ce qu'on a essayé de défendre, c'est de proposer en fait le plus de choses possibles, notamment via des petits menus, justement pas hamburger, mais visibles, en traquant les clics avec des outils comme Hotjar ou Content Square pour s'assurer qu'on répondait au mieux aux attentes, parce que pour moi c'est vraiment important de rester pas dans le dark justement, mais de coller au mieux à la fois des besoins d'utilisateurs et des objectifs commerciaux, parce que à un moment, surtout quand on est consultant, on accompagne, on est vraiment là avec un objectif de rentabilité. Voilà, je peux détailler plus si tu veux après, mais je peux laisser parler mes collègues aussi. Ouais. Bah, c'est justement ce que j'ai proposé, mais j'ai pris quelques notes et on va rebondir, je pense, là-dessus. Tom, de ton côté? Chez moi, moi j'ai juste l'expérience avec notre mobile app parce que ça fait depuis 8 ans maintenant que je suis un peu dans le lead de notre mobile application chez Belfius. Mais dès le début, c'était vraiment l'utilisateur qui était au milieu de ce qu'on a conceptualisé. Donc, on utilise les behavioral design techniques, on les utilise. Je dois être honnête avec ça. Mais notre policy est vraiment d'être transparent et de ne pas utiliser des dark patterns pour décevoir le client vers des choses qu'il ne veut pas faire. Un exemple, c'est quand on a conceptualisé l'application pour vraiment le top tâche du client, c'est consulter le solde. Et ça, c'est toujours ce qu'il va voir immédiatement après avoir son login. Mais je dis aussi, on a aussi des objectifs commerciaux et on pense aussi, on doit dire au client, c'était une des choses, si un client a beaucoup de choix, c'est vraiment difficile pour lui de faire un choix et il y a un cognitive load qui s'implique là-dedans. Donc, pour aussi lui aider, on doit donner un peu d'assistance. Donc, par exemple, si un client veut acheter une carte crédit, donc il a en tête, je veux une carte crédit, on veut aussi lui aider. Quelle est la carte crédit qui va le plus lui aider? Est-ce qu'il a besoin d'un assurance d'annulation, par exemple? Et pour ça, on va voir si c'est quelqu'un qui va voyager, par exemple, pour vraiment un peu contextualiser et lui aider à gérer le but qu'il a en tête au fin. Ok, super, bel exemple. Alors, une chose que je relève justement à ce que tu dis, et je pense qu'on pourra justement discuter par la suite, c'est qu'à quelque part, il y a une question de transparence qui, en tout cas de ce que tu présentais, qui permettrait de contrebalancer. Alors, on va regarder ça au chaud. Je propose de passer la parole à Raphaël, justement. Alors, Raphaël, même question que pour les deux autres panélistes. Est-ce que dans ton expérience à toi, tu as été confronté, voire même est-ce que tu as réalisé, peut-être justement les dark patterns, et comment tu te situes en fait par rapport à eux? Alors, je pense que la réponse est évidente. Je pense que tout le monde a été confronté à des dark patterns du point de vue de ma personne simplement. Lorsque je rentre dans un garage, j'adore les exemples de voitures, vous le comprendrez très vite, mais lorsqu'on rentre dans un garage et que cette option qu'on a tellement envie de siège chauffant n'est incluse que dans un pack super confort premium business, forcément, ça implique un dark pattern.
Pour appliquer la même chose dans le monde du e-commerce duquel je viens, je dois dire que ce qui m'intrigue, ce par quoi je suis vraiment concerné, je dirais, c'est la volonté qu'il y a derrière. Nicolas en a fait part un tout petit peu, c'est l'intention qu'il y a derrière. Et je pense qu'elle doit rester noble. Je pense que noblesse dans forme consumériste, hein, donc la limite, la balance est fragile, on va dire. Mais c'est évident que les dark patterns sont là, peut-être pas volontairement, peut-être pas dans le but d'utiliser un dark pattern, peut-être plus dans le but de vendre plus que la concurrence, simplement. Et là, je pense que le choix, il est à l'utilisateur d'accepter ou non un petit peu le jeu et de rentrer un petit peu dans cette danse. Maintenant, évidemment, c'est de manière insinueuse. Là, je vais peut-être mettre le haut là. C'est évident. Voilà. Donc, tous les jours, je pense qu'on est confronté au dark pattern sans le savoir. Il y a une chose que les trois vous avez relevée, en fait, et c'était déjà présent dans la présentation de Nicolas, en tout cas, c'est que vous avez d'un côté l'objectif commercial, vendre, faire du chiffre d'affaires, et de l'autre côté, l'objectif de l'utilisateur, qui là va dépendre bien évidemment du site, mais qui va être suivant, si je prends ton exemple de voiture, qui va être, je souhaite un siège chauffant, quel que soit en fait le modèle. Et donc, à quelque part, il y a cet équilibre à trouver entre d'un côté l'objectif commercial et l'objectif des utilisateurs. J'ai l'impression à vous entendre en fait que si on tombe à 100% sur l'objectif commercial, là on tombe, disons, dans le dark pattern façon Dark Vador, pour illustrer ça. Et si on reste sur l'objectif des utilisateurs, par contre, on est plutôt dans l'informatique persuasive, c'est-à-dire le guidage ou quelque chose. Je ne sais pas si vous voulez réagir en fait comment vous vous situez par rapport à cette manière de simplifier un peu les choses. Oui, je pense qu'il y a un élément important du point de vue d'une marque à tenir en compte, c'est la réputation. Et je pense que la réputation est l'enjeu principal de tous ces dark patterns. Et bon, une réputation est difficile à construire et très facile par contre à détruire. Et donc c'est là que la marque se doit d'imposer ses propres critères, ses propres valeurs finalement, et se laisser bercer dans un dark pattern à la Dark Vador, ou rester sur un modèle plus ONG avec des responsabilités sociétales. Donc, je pense que cette réputation doit vraiment orienter les choix de pattern d'une société, simplement. Ok, super. Tom, Charlotte? Moi, je dirais aussi, l'aspect commercial, c'est vrai, mais on croit aussi, si on vend quelque chose, pour avoir du succès dans la vente, on doit vendre quelque chose qui va améliorer la vie de nos clients. Si on ne peut pas croire ça, on n'est pas vraiment, on va pas faire des bons chiffres d'affaires, comme tu disais. Donc, et dans ce sens-là, on doit toujours, moi je trouve, se focaliser sur, qu'est-ce qu'on veut améliorer aux clients. Ça, c'est toujours, le début qu'on doit prendre. Et après, oui, il y a quels services et quels produits on va mettre en place et comment est-ce qu'on peut convaincre les clients que les produits et les services qu'on met en place sont bons pour eux et qui vont améliorer leur vie là-dedans. Et donc, si on est vraiment dans ce sens-là, on travaille d'une manière qui est customer-centric, je pense que d'office, tu dois pas te mettre dans des vrais dark patterns, comme on a discuté. Super. Charlotte? Moi, je voudrais compléter avec un exemple, en fait, qui me paraît très parlant. C'est l'exemple du train. Donc, quand j'étais petite, on pouvait acheter un billet de train. C'était le même prix que tu voyages n'importe quand, le matin, le soir, voilà. Petit à petit, on a vu alors, j'ai grandi en France, pardon. Mais donc, on a vu des périodes bleues, des périodes rouges, et donc un phénomène de yield qui s'est mis en place, où il y avait des prix plus chers, plus ou moins chers. Quelque part, pour moi, c'était un peu le début des dark patterns dans la vraie vie. Mais bon, finalement, on n'avait pas le choix. Et puis finalement, ensuite, j'ai travaillé chez Thalys assez longtemps. Quand j'ai commencé, il y avait, tu demandais un train avec un jour plus ou moins une heure et on te donnait un prix. Et puis finalement, on s'est rendu compte que quand c'était trop cher, les gens, ils
ils partaient, en fait. Ils se disaient, bon, bah, je vais prendre ma voiture. Et donc, l'idée de faire préférer le train, comme tu viens de le dire, Tom, l'idée, c'est qu'à la fin, il faut vendre quelque chose, quoi. Et c'est pas un dark pattern de vouloir vendre quelque chose, parce que c'est quand même un peu le principe du truc. Et aujourd'hui, Thalys, ils ont mis en place un système que je trouve, enfin, qui existe dans d'autres, qui existe chez Eurostar, bon, le groupe SNCF, où en fait, tu vois en fait une grille d'horaires avec des différentes classes de confort, et puis tu vois tous les prix. Et donc, tu vas voir que, bon, globalement, il y a des prix qui sont souvent plus disponibles, mais tu as quand même la possibilité de choisir. Et je trouve que là, le pattern, il est passé de dark à user-friendly parce que ils vont quand même arriver à te vendre quelque chose puisque finalement, comme tu disais, Nicolas, on te propose différents prix et finalement, le 78 €, il va te paraître finalement pas si cher que ça à côté du 144. Mais on te le propose quand même et on te donne des alternatives et tu peux voir plusieurs jours. Donc finalement, le pattern, il s'est auto-amélioré par la nécessité de vendre du train en concurrence avec d'autres moyens. Et ce modèle-là, il s'est développé quand les bus qui s'appellent pas Netflix, les Flixbus ou vous voyez de quoi je parle, les bus communautaires là se sont développés. Où là, ça a été la douche froide parce qu'en plus de la voiture, il y a eu d'autres moyens de transport, le Blablacar, etc. Donc voilà, je trouve que finalement, les gens qui savent, les sociétés qui savent tirer bénéfice de cette possibilité, enfin, se recentrer sur les différents usages, tout en finalement poussant un petit peu quand même les gens là où ils veulent, ben, ouais, c'est un modèle qui fonctionne bien au final. Voilà, mais donc, si je résume un petit peu, il y a une question finale. Enfin, bon, les dark patterns, on n'a pas attendu le Web 2.0 pour les mettre en place. Finalement, c'est une suite de techniques marketing. Alors, bien évidemment, qui sont actuellement poussées à l'extrême, notamment du fait que via les données des utilisateurs, comme l'expliquait Nicolas dans sa présentation, on est en mesure de pouvoir mieux cadrer l'utilisateur. Mais que quand même, par contre, il y a disons l'entreprise, les valeurs de l'entreprise sont essentielles. Et les valeurs de l'entreprise, et j'aime beaucoup justement quand Raphaël, tu parles de réputation, ça va justement, enfin, ça va aussi jouer dans l'utilisation ou pas de dark pattern. Alors, je vois passer une question du public que je trouve très intéressante, donc du coup, je vais aller la chercher. Donc, Mélanie Banlog qui nous demande, enfin, qui nous dit que la réputation peut aider à donner un cadre éthique, sauf quand une entreprise, au hasard comme Amazon ou Facebook, ont le monopole. Et je trouve intéressant la remarque, justement, parce que là, en l'occurrence, finalement, Tom, Charlotte, Raphaël, vous êtes les trois dans des domaines relativement concurrentiels, même si, je dirais, Tom, Raphaël, vous êtes dans des positions, enfin, dans des entreprises qui ont pignon sur rue. Par contre, c'est vrai qu'en Amazon a atteint, en fait, il est dans l'exploitation, très honnêtement, des dark patterns, dans un but d'optimisation à l'extrême en fait du processus. Est-ce que, quand on parle de Dark Vador, est-ce qu'Amazon est tombé un petit peu du côté Dark Vador ou est-ce qu'il y a quand même une question d'image qui est quand même encore présente et qui va continuer à les guider? Non, je voudrais, moi j'ai en tête une échelle qui part de cette ONG qui défend les causes de réchauffement climatique et qui se bat pour ça, etc. Et puis on a quelque part, on a en effet le top, on a du Amazon, on a du Facebook, cherchez pas plus loin des Google. Ce sont des entreprises avec des intentions qui sont parfois peu louables. Et j'en reviens à cette intention derrière le dark pattern. J'aime beaucoup l'exemple de Charlotte qui est de dire, mais derrière un but qui peut être identique, on peut avoir différentes approches finalement. On peut avoir une manière insinueuse d'essayer de diriger l'utilisateur vers un choix ou un autre, ou on peut avoir l'honnêteté, la transparence et en fait mettre de la lumière sur ce pattern et le rendre acceptable, voire une belle expérience. Et donc voilà, moi je dirais que clairement Facebook, mais on parle de monopole, personne n'oblige à utiliser ces plateformes. Je suis personnellement sorti de Facebook. J'essaye d'utiliser un minimum Amazon. C'est sûr qu'on est parfois amené dans le métier à utiliser certains services de Google, etc. Et voilà, mais
mais on a un choix en tant qu'utilisateur et on a nos propres valeurs. Et la réputation d'Amazon, elle est plus à faire. Et moi, ce qui me chagrine un tout petit peu, c'est de dire, oui, mais enfin, c'est quand même super facile. Tu as posé un choix. Tu as posé un choix d'aller vers quelque chose qui est pas forcément clair, pas forcément non plus avec des valeurs d'écologie, avec des valeurs de respect de l'employé, etc., etc. Donc, l'utilisateur a bel et bien posé un choix. Donc, le monopole, je le trouve, je trouve que c'est quelque part, c'est une réalité, mais il n'y a pas que ça. Voilà, simplement. Super. Mais Charlotte, j'essaie d'inverser en fait Oui, pour varier bien les. Donc, Charlotte, je ne sais pas si tu voulais réagir aussi. Oui, j'ai réagi un petit peu par écrit. En fait, c'est pareil, je dis que moi, le monopole, non, pour moi, il n'y a pas de monopole dans le sens où moi, j'y vais pas. Je fais rien sur Facebook, j'achète rien sur Amazon et par contre, je me mets un point d'honneur à acheter dans les commerçants de mon quartier. Mais bon, voilà, c'est une bataille perdue d'avance et je réponds en même temps à la personne qui disait, est-ce que ça va pas finir par s'auto-limiter? Les gens vont se rendre compte. Je crois que, en fait, comment les gens peuvent se rendre compte, c'est qu'en comprenant ce qui leur arrive, hein, ou ce qu'on est en train de leur faire, et ça passe par l'éducation. Je pense qu'il y a de plus en plus de. On va pas y être tout de suite, hein, mais aujourd'hui, on voit pas encore très, très bien les conséquences de toutes ces datas collectées parce que je suis pas trop sûre qu'ils en fassent autre chose que regarder les nombres de clics et les performances sur Google Analytics. Mais le jour où vraiment ça va devenir plus embêtant et où on va nous embêter, nous attaquer ou nous forcer à faire des choses qui, voilà. Là, peut-être les gens réagiront plus. Moi, la manière dont je l'aborde, c'est par l'éducation. Donc, je pense que déjà dans les écoles, c'est un sujet. Les téléphones portables, c'est un vrai sujet. À chaque réunion de parents, on en parle. Et puis, au-delà de ça, l'éducation, simplement, d'expliquer que rien n'est gratuit, quoi. C'est un discours que j'ai régulièrement avec mes enfants. C'est ne crois pas qu'il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Donc, si on te propose gratuitement de faire ci ou de faire ça sur le web, il faut que quelqu'un se rémunère. Le travail de quelqu'un est rémunéré quelque part. Donc voilà, le fait de lâcher tes données, voilà. Très bien. Tom? C'est un peu dans le même sens. Moi, je trouve l'exemple qui est vraiment là, comme Nicolas disait aussi, c'est Booking.com qui utilise vraiment le fear of missing out avec il n'y a que autant de rooms left ou il n'y a que autant de minutes pour suivre ou il a été vu par autant de personnes. C'est même là que l'Union européenne a déjà réagi là-dessus et ça, je trouve vraiment qu'il ne pourrait pas parce que c'est juste des blagues qu'ils sont en train de faire. Mais j'avoue que je l'utilise quand même parfois pour booker quelque chose parce que c'est si facile de l'utiliser, Booking.com. Parce que même s'ils utilisent Dark Patterns, leur UX est bon, on doit avouer aussi. Mais oui, donc, allez, comme Raphaël et Charlotte dit, c'est toujours le choix, je pense, au client, euh, mais allez, qui peut être influencé, mais je trouve tout, allez, oui, allez, dans ce sens-là allez, que c'est les firmes même qui peuvent allez, choisir s'ils vont utiliser ou pas, comme un Booking.com, mais l'utilisateur a le choix au fin. Ok, donc quand même, il y a il y a de la part de l'utilisateur quand même un pouvoir justement qui reste de pouvoir pointer, dire le ou là. Mais j'aime beaucoup justement la remarque de Charlotte sur l'éducation. Pour ma part, bon, c'est aussi quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, donc fatalement. Je vois que Nicolas souhaite réagir aussi, donc l'avantage du présentateur. Dis-nous. Oui, oui, simplement, je voulais rebondir un peu là-dessus et aller dans le sens de Tom sur ces questions. Je pense que l'autorégulation a assez peu de chances de fonctionner toute seule, essentiellement parce que ces arguments de confort et de personnalisation sont très puissants. Et bien sûr, des gens qui sont anormalement éduqués et anormalement connaisseurs de ce sujet, forcément, sont peut-être plus à même de reposer un regard critique. Mais je pense que beaucoup de gens, la majorité de la population, en réalité, ils voient son intérêt et n'en voient pas tout à fait le prix. Et la réponse à ça, c'est d'une part la régulation et la réglementation. C'est vrai que la Commission a pris quelques initiatives, mais je pense qu'elles sont tout à fait insuffisantes à ce stade. Surtout qu'il ne suffit pas d'édicter des règles, il faut pouvoir les faire respecter. Et on voit ça très fort avec le RGPD. On a dit les choses très clairement. Il faut un accord, il faut un consentement explicite de l'utilisateur pour collecter
des données personnelles. Et on voit bien que ça a donné un dark pattern derrière qui est, d'accord, mais on va rendre le oui très visible et le non très difficilement accessible. Donc on voit qu'il y a des effets pervers de ces régulations, donc c'est très compliqué. Et l'autre réponse, c'est nécessairement l'éducation. Et je vous donne deux tout petits exemples. Il y en a un, c'est simplement une petite expérience, un petit vécu personnel, mais ici à la maison avec mon épouse, on essaye très souvent de se dire, on va essayer de se passer d'Amazon et d'acheter en dehors. Et puis finalement, on ne résiste pas à la tentation d'aller juste chercher sur Amazon quand on ne trouve pas directement dans les commerces de proximité ce qu'il nous faut. Et puis on voit que non seulement c'est disponible, qu'on peut avoir le lendemain et qu'en plus on n'a pas bougé de chez nous et qu'en plus c'est moins cher. Ça devient quand même très très difficile de dire, bon tant pis, je vais mettre 3 jours de plus pour le trouver et aller faire 100 km pour aller chercher le bazar. Bon, il y a des arguments de confort qui sont quand même très percutants de temps en temps et il faut accepter le prix qu'on paye ou au contraire dire catégoriquement, tant pis, ce sera compliqué, c'est comme ça. Mais ça demande beaucoup de courage. Et l'autre aspect, l'autre petit exemple, petite anecdote, c'est un de mes neveux qui s'était installé sur Instagram et qui avait ouvert un compte sur Instagram. Et puis, après quelques temps, on s'est aperçu qu'ils avaient des centaines et des centaines d'abonnements sur Instagram, y compris à des trucs complètement loufoques. Et donc, avec ses parents, on s'est un peu interrogé, puis on a un peu parlé, on a dit, pourquoi tu t'es abonné à tous ces trucs? Et on a compris qu'en fait, en haut de l'interface d'Instagram, on vous propose des trucs qui pourraient vous intéresser. Et puis, vous avez directement, si vous cliquez dessus, vous êtes d'office abonné. Et en fait, l'enfant croyait que c'était la seule manière de se débarrasser de ce truc qui défilait au-dessus. Il disait, si je finis par accepter tout, il finira par me fiche la paix. Et donc là, voilà, c'est là que la pédagogie peut aider pour expliquer le bazar ne te fichera jamais la paix, parce que le but du jeu, c'est que tu ne sortes pas de la plateforme. Donc nécessairement, ça défilera ad vitam aeternam. Et donc là, je pense effectivement la pédagogie et l'éducation peuvent quand même aider à adapter un peu le comportement pour se prémunir contre tout ça. Okay, merci beaucoup, Nicolas. On parlait justement, on va rester encore 30 secondes peut-être sur la régulation. Et là, pour le coup, l'exemple du RGPD est assez intéressant parce que fondamentalement, tel que le RGPD a été écrit, son but était littéralement de demander aux entreprises, est-ce que vous avez besoin vraiment de collecter toutes les données? Sauf qu'il a eu effectivement l'effet inverse, donc ça te parlerait Nicolas, plutôt de créer une sorte de nouveau marché d'outils de gestion des données. Et là, c'est vrai que les panneaux d'acceptation de cookies, en l'occurrence, sont le royaume absolu du dark pattern. Est-ce que, en fait, du coup, et là, je vais me retourner de nouveau vers Charlotte, Raphaël et Tom, est-ce que la régulation, vous y croyez, vous? Est-ce que, disons, l'Union européenne, justement, qui poserait un équivalent RGPD, disons, mais plutôt orienté vers alors, ils ne prendront pas de dark pattern, mais disons de forcer la main des consommateurs. Bon, on va poser ça comme ça. Est-ce que ça aurait une chance ou bien est-ce qu'on se retrouve en fait de nouveau avec des acteurs qui contourneraient finalement les règles? Charlotte, je vois que tu lèves la main. Oui, écoute, oui, je voulais deux commentaires. Allez, D'abord, vas-y. on a beaucoup de chance de vivre en Europe parce que je pense que même si c'est pas parfait, on est quand même bien mieux protégé qu'aux États-Unis. Et peut-être que ce serait le boulot d'organismes comme la FLUPA de faire du lobby sur ce genre de sujet-là, parce que les gens de l'Europe, ils sont très sympas, mais c'est pas des gens très digitaux, toujours très aware de ce qui peut se passer à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose. Et puis là, en termes de régulation, là, je travaille en ce moment dans une boîte pharma. Ou alors là, c'est la douche froide au niveau digital parce que on peut rien faire sur le site web. C'est tellement réglementé, les médecins ne peuvent accéder qu'avec un code d'accès. Et là, tu passes d'un monde de commercial très commercial à rien. Et je me dis que le jour où on va atteindre à la santé des gens, alors que ce soit la santé mentale, et ça commence, on commence à avoir des trucs sur le fait qu'Instagram pousse les jeunes filles au suicide, et des trucs comme ça. Le jour où on va atteindre à la santé des gens, là, la régulation va d'un coup exploser et on va complètement couper. Et enfin, quelque part, j'allais dire, c'est bien et en même temps, c'est dommage d'attendre que ça devienne grave pour réguler. Mais moi, quand même, j'y crois. Je crois quand même que on est dans des pays où l'éducation fait partie des choses qui sont payées avec nos impôts. Donc c'est pas c'est pas la même partout, mais c'est quand même un moyen d'atteindre les enfants, de faire évoluer les comportements, les mentalités. Et c'est récent quand même les réseaux sociaux. On voit ça horriblement aujourd'hui, mais c'est des phénomènes qui ont 10 ans, 15 ans. Donc petit à petit, on va s'habituer. C'est juste que c'est très très long, quoi. Enfin, on va pas s'habituer, on va réagir. Et c'est juste que c'est très très long. Voilà, pour moi.
C'est un rythme, c'est effectivement un rythme qui ne suit pas le rythme de l'industrie. Non. Raphaël, je ne sais pas si de ton côté, tu souhaitais réagir. Alors, par rapport à la régulation, Ouais, par rapport à la régulation en particulier. je pense qu'elle est nécessaire, c'est un mal nécessaire. Je m'explique. On a vu l'échec par rapport à toutes les restrictions RGPD et la régulation RGPD. Pour moi, c'est un échec. On est sur un gros échec dans le sens où l'utilisateur a simplement pris dans ses habitudes de cliquer par défaut sur un énorme pop-up qui apparaît. On ne se pose même plus la question de si c'est du RGPD ou si c'est autre chose. Le premier pop-up qui apparaît, on cherche une croix, on cherche un bouton OK, je veux continuer. Ce qui est quand même malheureux. Ça pour le coup, je prends juste 2 secondes ma casquette d'universitaire. Pour le coup, je peux confirmer que c'est ce qu'on mesure aussi, effectivement. C'est pas seulement, donc c'est pas juste l'observation, on a fait l'expérience avec beaucoup d'utilisateurs. Le OK tout accepté est systématique et en fait, souvent, il n'y a même pas de réalisation de ce qui se cache derrière le panneau de cookies. Absolument. Voilà, excuse-moi. Il existe même des bots que tu peux mettre dans tes web browsers qui vont accepter automatiquement tous les pop-up. Tu les vois même plus. Donc, Raphaël, excuse-moi, je t'interrompais. Donc... Non, mais c'est intéressant parce qu'on a fait également de la recherche à ce niveau-là chez nous et j'étais vraiment effaré par la réaction des gens. Bon, évidemment, c'est ce qu'ils disent et c'est pas comment ils agissent, mais même dans leurs agissements, on remarquait qu'en fait, mais j'en ai rien à faire de cette box. Permettez-moi d'aller visiter votre site et puis c'est tout. Avec le sentiment que ça allait être dégradé. De nouveau, personne n'a dit que ça serait dégradé derrière. Mais par contre, c'est ancré quelque part puisque d'autres ont déjà poussé le vice jusqu'à dégrader l'expérience si on n'acceptait pas les cookies. Voilà, on pousse sans cesse les limites. Donc pour moi, la régulation, elle est nécessaire. Maintenant, dans la manière, moi, j'aurais trouvé intéressant bien sûr, de parler de transparence des data, même si l'utilisateur semble ne pas avoir à faire, mais ça demande un effort aux entreprises de mettre en place cette transparence, mais surtout de cadrer l'usage des data qui sont utilisées. Pour moi, la nouvelle valeur indice sur le marché, c'est plus l'or, c'est bel et bien le data. On en parle déjà maintenant, c'est pas quelque chose de demain, c'est aujourd'hui. On se bat pour ça, ça a un coût immense. Et j'ai le sentiment que l'Europe, du moins, aurait dû vraiment canaliser cette utilisation de data. C'est à des fins strictement réglementées, dans un certain cadre, pas question d'échange, de monétiser cette data à d'autres éléments. Alors bien sûr, on se confronte aux États-Unis, moins facile, où ça semble être l'Eldorado, on fait ce qu'on veut, mais je trouve que le rôle de l'Europe là aurait été plus fort que simplement un petit toast message quelque part au-dessus de nos fenêtres qui semblent juste nous embêter un peu plus. Voilà. C'est ça, c'est de la friction, en fait, pour parler UX. Ils ont introduit de la friction, en fait, et qui est quasi systématique. Et donc là, particulièrement pour les personnes qui font de l'UX tous les jours, je pense qu'il n'y a pas besoin de donner plus de détails sur la problématique que cela induit. Et je pense qu'on aurait indiqué dès le début, si je terminerai comme ça, par... en allant sur un site, vous acceptez par définition qu'ils fassent usage de votre donnée, certaines données, c'est celles que vous avez vous-même données. Hein. On parle de vos données personnelles dans certains cas, mais que ça reste dans le cadre de ce site et de cette utilisation-là. Et que j'ai tous les moyens après de simplement effacer ces données ou de les contrôler. Mais voilà, c'est peut-être un pari qui n'a pas eu. Ouais. Super, merci. Tom ? Tu es le dernier à parler sur les questions de la régulation, peut-être. Je ne sais pas si tu avais aussi. En termes de GDPR et de privacy, en termes de banque, on est vraiment directement impliqué là-dedans. Et je pense aussi que c'est une bonne chose. On a un département qui gère vraiment le privacy et qui va voir que tous les projets qu'on fait, toutes les choses qu'on fait, qu'on est toujours bon avec les régulations de ça. Et donc aussi dans notre policy, on a vraiment quelque chose qui dit qu'on est transparent là-dedans, qu'on veut avoir l'utilisateur en contrôle. Même le box avec les cookies sur notre site, on a dû travailler avec un firme externe pour le faire, pour l'intégrer. Et on a aussi le Accept All, mais si tu cliques sur, par exemple, gérer les cookies, immédiatement, c'est juste les cookies fonctionnels qui sont actifs et tu peux les
avec un deuxième clic, tu peux juste accepter les cookies fonctionnels là-dedans. Donc, ce sont des choses qu'on fait vraiment attention dans la mesure qu'on a du contrôle là-dessus. Donc, et je pense la législation, oui, en Europe, qu'on est déjà bien avancé avec le reste du monde parce que on s'assure aussi toujours chez nous, les données des clients doivent se trouver sur les serveurs européens, des choses comme ça. C'est tout mis en place vraiment dans nos processus à cause aussi de législation européenne qui se met en place là-dedans. Ok, super. Alors, donc si je résume un petit peu toutes les discussions qu'on a eues jusqu'à présent, en fait, en tout cas des notes que j'ai prises, il y a une question, en fait, il y a une question de valeur, de morale qui est très importante. Hein. Donc ça, vous l'avez tous relevé, particulièrement au niveau des entreprises, quelle est l'image que l'entreprise souhaite donner, qui est très importante. La question de l'éducation, elle est centrale, en fait, et justement, il y a autant un côté éducation que régulation qui est une sorte d'équilibre à trouver, en fait, autant justement l'éducation, et particulièrement l'éducation numérique, a une place essentielle. Et là, j'entends justement les parents inquiets qui souhaitent justement, enfin, qui prennent les devants. Après, derrière, bien sûr, l'école a sa place à jouer, mais là, un petit peu comme pour l'Union européenne, disons que l'enseignement du numérique est quelque chose qui se met en place avec des petites étapes. Une dernière chose, et ça, je reviens justement, enfin, la question de la transparence était vraiment capitale, et ça, vous avez été plusieurs à le signaler, particulièrement dans votre pratique, dans la pratique de vos entreprises. Le fait que c'est le fait d'être le plus transparent possible, de dire, OK, chers clients, nous vous conseillons ceci, mais c'est parce qu'on considère que ça a de l'intérêt, pour vous. Donc ça, c'est les notes que j'avais pris généralement. Et donc, effectivement, pour finir, effectivement, sur cette question de régulation, sans doute essentielle, sans doute un peu délicate, particulièrement justement si elle est prise du point de vue juridique. Et à ce niveau-là, sans doute, et ça, je suis tout à fait d'accord, que l'UX enfin, que la communauté, en fait, d'expérience utilisateur, on aurait peut-être justement je sais pas des conseils, mais en tout cas des retours d'expérience à donner, particulièrement justement lorsqu'on voit le RGPD, qui était à la base une initiative essentielle, qui reste une initiative essentielle, mais dont la mise en place a abouti justement à un retournement complet de ce qui était souhaité au début. Oui, peut-être plus qu'un retour d'expérience ou un retour de certaines figures ou de certains quotes de nos utilisateurs. Je pense que la communauté ici qui nous écoute, et je m'adresse aux designers, je m'adresse aux personnes responsables des expériences utilisateurs au final, ont un rôle clé dans ces éléments-là, de mettre en avant les valeurs en lesquelles ils croient en tant qu'humains, en tant qu'être humain d'abord, et de les mettre au profit de leur carrière professionnelle et de leur entreprise. Je pense que c'est un devoir citoyen presque, que de faire les choses avec honnêteté et en respect de ses propres valeurs. Ça me semble être... Je voudrais vraiment insister là-dessus parce qu'on n'est pas juste sur un retour d'expérience, on est vraiment sur l'agissement. En tant que designer, on a ce rôle, cette responsabilité qui nous est offerte de défense de l'utilisateur, de rendre un service honnête, transparent. Alors bien sûr, il n'est pas écrit en dur dans les job descriptions, c'est peut-être malheureux, mais je trouve qu'on devrait de plus en plus offrir cette casquette à nos chers designers et personnes responsables des expériences utilisateurs de manière générale. Voilà, on a une volonté business, mais on a une balance à trouver et c'est à vous de la défendre, certainement. Raphaël, excellent point final pour ta part. On arrive justement vers la fin du temps réglementaire, donc du coup, je vais passer encore à Charlotte et à Tom, mais pour le coup, on conclura justement le débat sur vos points. Je sais pas. Moi, très rapidement, je me demandais, Charlotte. en fait, je devrais le savoir, mais je me demandais s'il n'y avait pas une norme ISO de qualité de site à ce niveau-là. Et si on n'a pas, est-ce que ça serait pas bien de la créer? Alors, c'est une excellente question. Pour ma part, j'ai rien qui me vienne en tête. Là, je me tourne vers un peu tout le monde pour le coup, peut-être même Alex. Non plus. Ben voilà. Qui vient en tête. Dans Bon, bah une voilà. mission.
superbe. Une mission sur la to-do list jusqu'au prochain Usability Day. Non, mais c'est très intéressant d'en définir les termes, en tout cas. Tout à fait. Là, particulièrement, tu parles aux chercheurs que je suis parce que j'aime bien définir des guidelines. Donc, du coup, ça tombe assez sur ce que je fais. Super. Donc, on a une mission pour l'année prochaine, effectivement. Tom, je ne sais pas si de ton côté, tu avais aussi un mot de la fin pour conclure ce débat. Juste que je suis Raphaël, donc c'est à nous de toujours veiller qu'on utilise les bons principes et qu'on soit transparent à ce qu'on fait et qu'aussi utiliser des behavioral design techniques, ça peut avoir vraiment un sens qui est bon pour l'utilisateur ou pour le client et qu'on ne peut pas vraiment se dire que tout utiliser des techniques comme ça qui influencent les gens, c'est toujours quelque chose qui est mauvais. J'aime un peu l'exemple aussi de IKEA, qu'au fin, tu dois faire la file aux caisses, mais après que tu as fait la file, tu as l'opportunité d'acheter un hot dog ou des frites à un prix 1 € ou quelque chose que c'est pour que tu sors du magasin avec un sens heureux et que tu as oublié l'expérience de faire la file pendant peut-être une demi-heure à la caisse. Et donc, ça a un win-win situation pour IKEA et pour l'utilisateur là qui sort avec une bonne sens. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Dans les questions du public, j'ai vu qu'en fait les différents intervenants répondaient aussi un peu au fur et à mesure. Il y a quelques questions ou quelques points ouverts qui restent. Il y a il y en a peut-être un qui est intéressant. C'est celui sur les solutions proposées par Tim Berners-Lee sur la centralisation de la notion de consentement. Alors ça, je dois dire que pour ma part, ça fait une dizaine d'années que je vois arriver ça. Le problème, c'est que ça va être très, très différent en fait vous devez fondamentalement changer carrément toute l'architecture du web. Alors, Tim Berners-Lee va y penser parce que c'est lui qui a conçu le web, mais ça demanderait en fait une réflexion de très, très bas niveau à laquelle je pense qu'on est loin. À mon avis, encore au niveau de la régulation, je pense que c'est l'Europe qui a la meilleure chance. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci encore à Raphaël, Tom et Charlotte pour le temps consacré à répondre à discuter, à répondre aussi aux questions, que ce soit en direct ou par texte. Pierre, je crois que je te repasse la main du coup. Écoute Bruno, merci beaucoup pour l'animation, merci beaucoup à Nicolas aussi pour la présentation très intéressante et pour tous les échanges que ça a suscité. On espère, comme Alexandre vous l'a mis dans le chat, que ça vous a plu. On vous a mis un petit sondage, un petit insight. Si vous souhaitez avoir plus d'événements de ce type-là, n'hésitez pas à le remplir, ça va nous aider à essayer de répondre à vos attentes. Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur la formation, vous avez le lien sur les pages web aussi qui vous ont été mis dans le chat. Et on ne vous dit pas au revoir, mais plutôt à bientôt, vu les nombreuses questions qu'il y a eu. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde.